Faut-il interdire les partis antidémocratiques, les partis qui remettent en cause la démocratie? Est-ce que la démocratie est le régime politique le plus à même de faire face au réchauffement climatique, par exemple? Voilà deux questions qui peuvent être au centre du débat entre libéraux et républicains. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons vu dans les capsules précédentes, le cœur du débat entre libéralisme et républicanisme, c'est l'articulation entre la défense des libertés individuelles et le principe de la souveraineté populaire, le principe de la démocratie, le principe de la capacité d'une communauté politique de se donner à elle-même ses propres règles, ses propres lois. Alors comment articuler les deux? Comment faire face au cas où, comme en Allemagne avec la montée du nazi, c'est par les moyens démocratiques qu'un parti politique, un mouvement politique qui explicitement entend remettre en question les droits fondamentaux d'une partie ou de la totalité des citoyens, arrive au pouvoir. C'est une question qui se repose aussi aujourd'hui face à la montée de toute une série de mouvements populistes, voire xénophobes. En Hongrie, actuellement, Viktor Orban, donc le Premier ministre hongrois, a déclaré les pouvoirs spéciaux de manière indéterminée, ce qui fait dire à certains qu'en ne limitant pas dans le temps de la gestion de la crise du coronavirus, les pouvoirs spéciaux reconnus au gouvernement, il préparerait une dérive antidémocratique. L'avenir nous le dira. Mais toute une série d'exemples pour montrer que la démocratie ne garantit pas nécessairement que la volonté qui sortira du débat politique, qui sortira des urnes, en tout contexte, en tout moment, en toutes circonstances, sera nécessairement conforme à la défense des droits fondamentaux. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé des cours constitutionnels dont la mission est d'annuler des décisions des parlements, des gouvernements, lorsqu'ils sont jugés comme non conformes aux droits fondamentaux. On reviendra d'ailleurs sur cette question des cours constitutionnels qui soulève une des critiques classiques envers nos démocraties, c'est qu'elles donnent davantage de pouvoir aux juges plutôt qu'au Parlement. Mais j'y reviendrai. Mais donc, le débat entre républicains et libéraux tourne sur cette articulation entre défense des droits fondamentaux et respect de la volonté populaire, avec les libéraux qui vont reprocher aux républicains de dire vous ne prenez pas assez au sérieux les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, et vous ne vous donnez pas les armes pour combattre l'émergence d'une volonté qui, loin d'être raisonnable comme naïvement vous l'espérez, mais qui serait au contraire fondamentalement anti-libérale, voire antidémocratique, dans la mesure où elle remettrait en question les libertés démocratiques. Donc la démocratie pourrait se contredire elle-même, le républicanisme pourrait se contredire elle-même, et d'ailleurs, le républicanisme pourrait se contredire lui-même, et d'ailleurs, la dérive de la Révolution française dans la terreur montre bien qu'une même tendance politique, qu'une même révolution qui entendait justement être celle qui affirmait les droits de l'homme et du citoyen, pouvait tourner dans la terreur, pouvait tourner dans l'épisode de la guillotine. Et une fois encore, c'est cette référence à la dérive dogmatique, totalitaire, à la chute dans la terreur que le libéralisme agite comme étant toujours finalement la raison première de son engagement en faveur de la liberté comme indépendance, en faveur des droits et libertés individuels. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire que face à des défis comme la crise climatique, face à la difficulté pour les opinions publiques d'être sans doute à la hauteur de la raison, à la difficulté de se projeter dans l'avenir, à la difficulté d'accepter des sacrifices présents au bénéfice d'avantages à plus long terme ou pour éviter des coûts à plus long terme, il est extrêmement difficile d'avoir des politiques ambitieuses pour se prémunir de risques qui ne sont pas encore présents. La pandémie, de nouveau, une des raisons pour lesquelles on est si mal préparé, qu'on a réagi si tardivement, c'est que le risque paraissait irréel. Vous comme moi n'avons pas perçu sans doute suffisamment tôt de la portée de ce risque sanitaire et à quel point ça allait bouleverser notre quotidien. D'ailleurs, nous avons continué à avoir des gestes qui nous paraissaient totalement anodins, qui nous paraissaient aller de soi, s'embrasser, être proches les uns des autres lorsqu'on discute, alors que c'était déjà
une erreur, et les lockdown parties qui ont eu lieu le lendemain de la déclaration du gouvernement montrent bien comment nous avons peut-être entendu un message, mais beaucoup d'entre nous, en tout cas, ne l'ont pas assimilé ce que cela signifiait, n'ont pas perçu à quel point il y avait un risque réel, parce que le risque n'était simplement pas encore perceptible aujourd'hui. Tous des exemples pour montrer, dans le cas de la crise sanitaire, dans le cas de la crise environnementale, comment justement on a peut-être besoin, nous diraient les libéraux, d'un pouvoir fort pour préserver les libertés. Mais donc qu'il y ait une hiérarchisation au sein des droits et libertés fondamentales, et que les droits fondamentaux les plus importants, c'est notamment le plus important, le droit à l'existence, le droit à notre sécurité physique, et celle des générations futures, le droit à la santé, le droit à une qualité de l'air aussi suffisante pour garantir la préservation d'une vie authentiquement humaine, nous dirait Jonas. Et donc, qu'au nom de ce principe de précaution, au nom de la nécessité d'écouter ceux qui savent, d'écouter des experts, ne faudrait-il pas plutôt que d'avoir confiance dans les citoyens, que d'avoir confiance dans la souveraineté populaire, d'avoir confiance dans un débat politique qui permettrait l'émergence d'une volonté générale parfaitement raisonnable? Ne doit-on pas plutôt se méfier de cela et faire confiance davantage à un pouvoir fort, appuyé sur des experts, qui va donc remettre en question peut-être un certain nombre de nos droits politiques, des droits politiques qui sont propres à une démocratie, pour assurer une meilleure préservation de nos droits les plus importants, la santé, la sécurité physique, etc. C'est d'ailleurs, à bien des égards, exactement ce que nous vivons aujourd'hui, donc, avec les pouvoirs spéciaux, avec la crise sanitaire, une hiérarchisation de nos droits fondamentaux, limitation de nos libertés de mouvement en particulier, limitation de nos libertés politiques, puisque le gouvernement n'est plus contrôlé de la même manière qu'avant, et donc toute une limitation de notre liberté de manifester, puisqu'aucun rassemblement n'est autorisé. Et il y a toute une série de choses aujourd'hui qu'il se passe, ou que le gouvernement peut faire, qui ne sont pas conformes aux principes classiques d'une démocratie dans un contexte normal. Et donc on le voit bien, le libéralisme nous dit que ce qui compte, c'est le respect des droits fondamentaux, et en particulier des plus importants d'entre eux, et qu'il faut hiérarchiser tous les autres à cela, en ce compris les droits politiques. Donc la démocratie doit être subordonnée au respect, au caractère supradémocratique qu'ont les principaux droits fondamentaux. D'un autre côté, c'est exactement ce que le républicanisme critique auprès du libéralisme, c'est ce manque de confiance dans la démocratie. C'est le fait qu'en définitive, notre démocratie libérale unisse deux concepts, le concept de démocratie, le concept de liberté, qui n'ont, alors que c'est une synthèse, nous dirait Kant, c'est-à-dire l'union de deux concepts où il n'y a pas de nécessité entre eux. Aucun des deux concepts n'est réductible à l'autre. Démocratie et liberté peuvent, en tout cas dans certaines circonstances, s'opposer. Et je vous en ai donné plusieurs. Lorsque la volonté populaire tend vers des mouvements antidémocratiques, ou lorsque nous sommes dans des situations de crise climatique, crise sanitaire, ou qui devraient exiger une action plus forte, plus rapide que celle que l'on peut faire à travers le jeu classique des institutions politiques. Alors, les républicains, face à cela, se méfient justement du risque que l'État ne soit dès lors plus un véritable État démocratique, ne soit plus vraiment l'expression de ce que souhaitent les citoyens, mais soit, on va parler de technocratie, j'y reviendrai, on va parler d'un pouvoir qui soit accaparé par certains. Alors tant mieux si c'est fait de manière idéal ou en vue du bien commun, en vue de l'intérêt général, mais rien ne le garantit. Dès lors que vous donnez un pouvoir au nom d'une situation de crise, au nom de conditions totalement exceptionnelles, vous lui donnez un pouvoir sans qu'il y ait les capacités de correction démocratique, dès lors que la loi n'est plus que l'expression de la volonté de quelques-uns, tant mieux si c'est ceux qui savent, mais comment savoir si c'est vraiment ceux qui savent, qui ont les positions les plus pertinentes? Comment ne pas craindre qu'il y ait aussi des situations d'abus, que l'on puisse agiter qu'on puisse agiter une menace, agiter un contexte particulier pour justifier
une prise en main du pouvoir. C'est ce que l'on craint en Hongrie avec Viktor Orban, c'est ce que Trump a voulu caricaturer en disant que le virus, le Covid-19 était une invention démocrate pour remettre en question son administration républicaine et en vue des élections. Mais c'est donc à chaque fois ce risque que au nom d'un savoir expert, au nom de la préservation de certaines libertés, on remette en question fondamentalement la démocratie et que l'État devienne la propriété de quelques-uns et non plus l'expression de la souveraineté populaire, l'expression de la démocratie. Voilà une tension très forte qu'il y a entre libéraux et républicains, et les républicains verront dans la figure de Hobbes, précurseur des libéralismes, l'exemple même de cette dérive potentielle, puisque ce que Hobbes voulait justement mettre en place n'était pas encore un État démocratique. On l'a vu, en partant du fait que l'homme est un loup pour l'homme, en mettant en avant la nécessité d'avoir un État qui garantisse la liberté des uns et la préservation de notre sécurité physique, ce qu'il Hobbes justifie, c'est un État fort, c'est un État autoritaire. Ce n'est qu'ensuite que le libéralisme va intégrer en son sein les droits politiques, notamment en référence à cette critique républicaine. Et ce risque, nous disent les républicains, serait d'autant plus important que même en temps normal, même lorsqu'il n'y a pas un contexte de crise particulier, le libéralisme incite, je l'ai déjà dit, les citoyens à se détourner du politique. Il y a dans les démocraties libérales, dans les démocraties qui sont structurées autour de la seule défense des droits fondamentaux, il y a une forme de désaffection du politique. Parce que les citoyens ont la légitimité de rechercher leur seul bonheur privé. Toute la démocratie est même conçue dans cet objectif-là. Tout le mécanisme de la démocratie représentative libérale est conçu pour que l'intérêt général soit une affaire de quelques-uns, soit ce que l'on délègue à nos représentants, afin justement que nous, on puisse être débarrassés de cette charge et chercher notre bonheur, notre vie bonne, quelle que soit la définition qu'on donne à celle-ci dans notre sphère privée. Et donc, le système représentatif permet un désinvestissement des citoyens et permet de finalement diluer la souveraineté populaire dans l'expression de la volonté juste de quelques-uns. Et donc, c'est une dimension de délégation à des experts du politique. Le pouvoir n'est plus aux mains des citoyens. Ils aliènent, ils se débarrassent, ils donnent à quelques autres ce pouvoir fondamental de gestion des affaires publiques, d'autres qui seraient donc des professionnels du politique.